Mercredi 8 janvier 2025, 13h45, Café Le Père Tranquille, rue Pierre-Lescot. J'ai terminé, le 3 décembre dernier, ma lettre précédente où je décrivais mes relations avec Roland. Je m'étais fréquemment effondrée dans de saumâtres flaques de tristesse lorsqu'il se montrait hostile à mon égard. J'avais conclu mon texte en affirmant que ce schéma, répétitif, des éclats de Roland suivis de mon propre accablement ne se reproduirait plus. Roland pourrait encore, autant qu'il le voudrait, céder à ses mouvements d'humeur. Je ferais désormais en sorte à toute force d'éviter la souffrance. 1 mois s'est écoulé depuis ce jour. J'ai respecté mon engagement. Roland a été plus calme, mais lorsqu'il a fait mine, assez rarement je l'avoue, de se laisser aller à décocher quelques coups de griffe injustifiés, j'ai réagi dans l'instant, lui disant qu'il passait la mesure. Je lui demandais des explications, j'exprimais mon désaccord et mon mécontentement, je suis restée debout, je n'ai pas prêté le flanc à mes faiblesses habituelles, je crois avoir tout simplement enfin réussi à me comporter d'une façon normale, probablement banale dans l'esprit de ceux qui vivent en couple, ou qui, plus généralement, partagent leur toit avec d'autres personnes. Je ne découvre sans doute ici qu'une condition élémentaire au savoir-vivre, au sens propre relationnel. Pour ma part, parvenir à progresser en ce domaine fut loin d'être une sinécure. 35 années de mariage furent nécessaires pour atteindre ce succès. Chacun n'emprunte à l'évidence que le chemin adapté à ses possibilités personnelles. Je possède maintenant cet atout, gagné avec peine, et suis bien déterminée à ne point m'en départir. Je sortais, le 3 décembre dernier, de l'ornière, où, heurtée par les agressions de Roland, je n'avais cessé de chuter. J'ai été occupée jusqu'au 20 décembre au retravail de ce texte qui couvrait mes écrits du 12 octobre au 3 décembre. Et que j'aurais pu intituler « Il est mécontent et je trébuche ». J'avais prévu de ne reprendre ensuite la plume qu'aujourd'hui, le 8 janvier, une fois passées les festivités familiales. Je n'ai pas, depuis le 20 décembre, écrit de nouvelles pages, ni retravaillé des textes existants. La roue du temps a tourné, nous rapprochant des célébrations de fin d'année. Elle progressait inexorablement selon son habituelle régularité. Mon état d'esprit, quant à lui, n'était ni calme, ni serein. J'attendais les fêtes de Noël, puis du Nouvel An. Je me souvenais de mon malaise de l'année dernière. Il était entendu que nous allions vivre de souriants moments de partage, alors que je m'étais la fois précédente senti exclue de la fête et donc une mauvaise mère, coupable de ne pas apprécier des instants qui étaient de la vie de chacun d'intime complicité familiale. Je craignais de revivre cette triste expérience. C'est ainsi qu'une fois libérée de ma tristesse récurrente due à Roland, puis du travail de réécriture, je me suis efforcée pendant les quelques jours précédant Noël de rester vigilante et de ne point verser dans une naïveté béate afin de vivre correctement, sans m'autoflageller, ces moments d'officielle réjouissance. Je me suis sérieusement concentrée, je n'ai pas perdu le cap. Je pensais à la destination du navire. Je voulais à tout prix arriver à bon port. Je demeurerais calme, posée, et non pas isolée dans ma différence de fillette incomprise. J'ai rédigé des critiques relatives à mes dernières lectures et les ai envoyées sur Babelio. Linette et moi continuions à échanger nos lettres orales quotidiennes. J'appelais maman. Je préparais le sapin. J'ai acheté quelques cadeaux, j'ai empaqueté les nombreux présents prévus pour le 24 décembre au soir. La besogne fut longue et harassante, car je l'avais reportée au dernier jour, à savoir la veille du réveillon. Le temps passait, assez vite en réalité. Les fêtes étaient le but à atteindre, le havre où notre navire pourrait enfin aborder. Je gardais l'équilibre,
le compas de route pointé sur l'escale désirée, tout en imposant une distance minimale de sécurité à ma pire ennemie, la tristesse, toujours à l'affût, extrêmement habile pour tenter une incursion à la moindre de mes faiblesses. J'étais prudente, nous approchions des digues du port, notre vitesse était régulière. Nous avons passé les bouées de chenal, avons amarré notre bâtiment. Les fêtes sont maintenant derrière nous. Elles furent douces et plaisantes. Je ne me suis pas laissée aller comme l'année dernière à cultiver un sentiment d'infériorité par rapport à Roland. Il était passé dès la première quinzaine de décembre à la vitesse supérieure qu'il adopte en période précédant les fêtes. Il prévoyait les menus, il faisait les courses, il s'intéressait aux cadeaux qui pourraient faire plaisir aux enfants, je l'encourageais, consciente que s'atteler matériellement à la préparation de ces événements exceptionnels était son affaire et non pas la mienne. Pour ma part, ma mission était de ne pas m'effondrer, de ne pas verser dans le sentiment de culpabilité d'une mauvaise mère. Je participais moralement à son intense activité, sans pour autant imaginer que je déméritais. Nous n'étions pas les mêmes. Je me concentrais pour être en forme lors de nos réunions, c'est-à-dire pour me comporter tout simplement comme d'habitude. Être à l'écoute, attentive à l'animation de la conversation, posant des questions, faisant en sorte que chacun puisse s'exprimer et ajoutant à l'occasion un peu de bois au feu de la conversation lorsque celle-ci ferait mine de faiblir. Nous avons renoncé sur ma demande à la messe de 21h. Il est malaisé de se recueillir en ces instants qui précèdent les agapes. Je m'étais sentie tendue l'année dernière, anticipant les préoccupations concrètes liées à l'accueil des jeunes qui suivraient la sortie de l'église. Passer sans transition du spirituel au matériel m'avait paru difficile, j'ai eu raison. Nous avons gagné en harmonie. Simon, Marc et Delphine, accompagnés de la petite Betty, ont dîné avec nous le 24 au soir. Simon est venu déjeuner le jour de Noël. Roland et moi avons gardé Betty le 31 au soir et notre 1er janvier tous ensemble, qui correspond aussi à l'anniversaire de Marc et où nous invitons rituellement maman, a été reporté au dimanche 5 janvier. Les jeunes pouvaient, de la sorte, se reposer après leur soirée de réveillon. Il était simplement prévu qu'ils passent à la maison le 1er janvier au soir, pour un dîner habituel, comme ceux du dimanche, dépourvu de cérémonie festive. Mais Delphine souffrait ce soir-là d'une soudaine et violente crise de gastro-entérite. Quant à Simon, il était fatigué depuis des semaines. Il n'avait pas cessé de travailler, mais il éprouvait lui aussi des symptômes proches de ceux de la gastro-entérite. Le virus résistait dans la durée, il apparaissait, disparaissait, puis se manifestait de nouveau avec plus ou moins d'intensité. Il n'est pas venu, de même que Delphine, le 1er janvier au soir. Il avait eu tort, nous a-t-il dit, de boire, pourtant modérément la veille, accompagné d'amis pendant le réveillon, et le virus ne l'a pas laissé en paix. Il est resté couché toute la journée du 1er janvier. Nous avons accueilli Marc et Betty. Il était détendu, il nous a parlé librement. Je l'ai interrogé sur le caractère de Delphine. Oui, c'est vrai, nous a-t-il dit. Elle n'est pas toujours facile dans la vie quotidienne. Assez autoritaire en fait. Mais savez-vous les parents? Quelle est, à mes yeux, sa plus grande qualité? Ce que j'aime chez elle? Et la raison pour laquelle je peux m'engager avec elle? C'est le sens de la famille. Je l'avais tout de suite compris. C'est essentiel selon moi. Delphine et Simon étaient malades, Betty et Marc l'avaient été quelques jours plus tôt, et je suis pour ma part restée au lit le 4 janvier, depuis le matin jusqu'au soir. J'éprouvais des symptômes identiques, mais surtout une immense fatigue qui m'a retenue allongée, incapable du moindre mouvement. J'avais conscience, ce jour-là, d'avoir presque complètement rempli ma mission. Noël était passé, seul demeurait le lendemain, le dimanche 5 janvier, que nous allions fêter avec maman. Pour l'essentiel, le but était atteint. Une réunion familiale nous attendait encore, mais j'avais bon espoir. L'ambiance serait probablement la même, affectueuse et plaisante. J'ai eu le sentiment que la tension qui m'avait habité m'abandonnait soudain.
mon état de vigilance constante se brisait. J'étais épuisée, d'autant plus que j'avais continué, comme à mon habitude pendant ces jours qui avaient précédé Noël, à porter Roland, à être celle qui insuffle de la vie dans la maison, qui annonce, enthousiaste et positive aux alentours de 13 heures, eh bien, passons à table pour déjeuner, et pour parler aussi surtout, et puis ensuite nous jouerons aux échecs. Roland est conciliant, il acquiesce, il ne dit pas non, mais donne l'impression que, sans mon initiative, il resterait immobile, sans exprimer aucun besoin visible. La lassitude m'a submergé le 4 janvier. Une fois relâchée ma vigilance attentive avant les fêtes. J'ai dormi de nombreuses heures, et le sommeil m'a encore terrassé pendant les longues nuits qui ont suivi. Je croyais avoir épuisé ma réserve de sommeil et pourtant, à peine étais-je couché, que je m'assoupissais sans interruption jusqu'aux premières lueurs du jour. J'étais restée allongée le 4 janvier, sur le canapé dans la chambre de Marc. Roland avait été charmant. Il m'avait apporté au fil des heures du riz, du jambon, des yaourts, de la banane. J'étais toujours aussi peu énergique lorsque, à 18 heures, j'entendis des éclats de voix, l'une masculine, l'autre féminine, me sembla-t-il. Quelques minutes plus tard, on sonne à la porte. Des pleurs parviennent jusqu'à moi. Que se passe-t-il? Je me précipite. Delphine sanglote. On s'est disputé avec Marc, nous dit-elle. Elle rentre, s'assoit sur le canapé du salon. Elle avait Betty dans les bras. Je me suis alors isolée dans la chambre de Marc pour essayer de l'appeler. Il n'a pas répondu. Je lui demandais de me téléphoner, je voulais lui parler, lui dire que je le soutenais. Il s'était querellé, et je n'avais quant à moi aucun doute. Delphine n'est pas facile à vivre et il devait être malheureux. Je connais Delphine, autoritaire dans la vie quotidienne, imposant le mouvement tel un rouleau compresseur, dépourvu de souplesse et peu prolixe en paroles. J'ai essayé de comprendre l'origine de leur dispute. Je ne supporte pas quand Marc crie sur Betty, a-t-elle affirmé. Comme c'est facile, me suis-je dit, d'évoquer ce seul événement, sans rien expliquer, sans dire la raison de la colère de Marc. Elle ne me dit rien d'autre, s'enferma dans le silence. Elle est restée jusqu'à 21 heures, heure à laquelle sa petite s'est endormie. Ce n'est pas facile, lui ai-je dit alors qu'elle quittait la maison. Mais je crois, vois-tu, qu'il faut essayer de parler, tenter de comprendre, et, en ayant confiance, les choses s'arrangent. Qu'en penses-tu? Tu vas parler à Marc? Tout dépendra de lui, m'a-t-elle répondu. J'ai aisément interprété sa réponse, aussi brève que définitive. Delphine conduit décidément un puissant rouleau compresseur. Comment la situation pourrait-elle s'améliorer si elle refuse de s'exprimer? Je trouve parfois qu'elle a un côté autiste. J'avais déjà remarqué dans le passé qu'elle ne saisissait pas la signification, parfois implicite, d'une attitude ou d'un propos. Elle considérait les seuls éléments explicites, comme le fait, plus ou moins, une personne autiste. J'exagère évidemment, mais elle ne discerne pas les nuances non exprimées. Elle s'en tient aux faits, et je ne peux m'empêcher de penser très approximativement à ce type de pathologie. Je l'ai aidé à transporter les affaires de Betty, j'ai aperçu Marc qui avait l'air triste, il ne m'avait pas rappelé, je craignais qu'il soit effondré ce soir-là, et peut-être depuis longtemps, et peut-être pour longtemps encore, j'étais triste et inquiète pour lui qui s'était engagé dans une vie et qui l'oppressait peut-être. Le lendemain, j'allais chercher maman en voiture. J'écoutais la lettre orale de Linette qu'elle avait déposée le matin même sur notre compte WhatsApp. Je lui répondais par message audio que je lui enverrais le soir avant de me coucher. J'étais passionnée. Je lui racontais ma récente lecture de l'écrivain Jean Rouault, né en 1952, qui avait reçu le prix Goncourt en 1990 pour son premier roman intitulé Les Champs d'honneur.
J'avais écouté ce livre sur Audible, puis je l'avais lu sur papier. Mes commentaires étaient plus que dithyrambiques. J'ai même réussi à agacer un peu Linette, qui me l'a discrètement fait comprendre le lendemain. Elle se réjouissait de ma découverte, mais de quoi s'agissait-il? Je venais tout simplement de rencontrer un nouveau style littéraire en résonance avec ma sensibilité. Y avait-il franchement lieu de présenter ce motif de satisfaction comme l'apparition d'un inénarrable miracle? Elle s'étonnait de ma si prolixe exaltation un peu naïve au fond. Je parlais de la profondeur de l'auteur, de sa subtilité, de sa finesse, de son intelligence, de la rigueur et de l'attention qu'il exigeait de son lecteur. Je m'exclamais, je filais de longs et enthousiastes développements, je m'extasiais en même temps sur la beauté d'un bâtiment que je n'avais jamais remarqué auparavant. Il est incroyable ce grand immeuble, lui disais-je, on dirait une vaste usine, une grande minoterie industrielle, ou un immense grenier à grains qui se détache sur le ciel. Mais comment est-il donc sorti de terre? J'aurais dû apercevoir les travaux ces derniers mois sur cette partie de périphérique que je connais bien. Je suis impressionné vraiment par les efforts de créativité et d'imagination des architectes d'aujourd'hui. J'aimerais prendre une photo, car sais-tu que maintenant on peut poster sur Internet des silhouettes de bâtiments et obtenir des informations sur leur histoire, leur fonction, si toutefois leur allure est évidemment suffisamment caractéristique. Je ne savais pas précisément si j'étais encore sur les périphériques ou si je m'étais déjà engagée sur les premiers embranchements en direction de Palaiseau. Je n'étais pas inquiète, je connaissais le chemin par cœur jusqu'à Tizy, je n'avais pas besoin d'y penser. Il me suffisait de me laisser guider tout droit sur les périphériques d'abord, puis très naturellement sur l'autoroute du Sud, au niveau de la Porte d'Italie. C'était simple. Je continuais donc à chanter les louanges de Jean Rouault, je poursuivais ma route. Linette recevrait dans la soirée une très longue lettre orale, la voiture me réussissait, elle provoquait chez moi cette plaisante logorée verbale qui trouvait toujours comme une évidence de nouveaux chemins à explorer. Je conduisais depuis bientôt 1 heure lorsque mon attention fut retenue par une autre forme de bâtiment que cette fois-ci j'avais déjà fréquemment repéré. Je roulais depuis 1 heure, j'étais certaine cette fois-ci d'avoir depuis longtemps quitté les périphériques, et voilà que j'apercevais 2 tours déhanchées, que j'appréciais régulièrement à chaque fois que je les apercevais, en raison, en ce cas également, de la performance architecturale dont elles étaient le fruit. Ces tours non verticales présentaient plusieurs décrochages en leur sommet qui défiaient étonnamment les contraintes de la pesanteur. Elles étaient là, à 2 pas de chez nous, du côté de la porte de Saint-Mandé. C'était terrible. Je n'avais à aucun moment quitté les périphériques. Je venais de faire un tour complet de Paris. 1 heure après mon départ, je me retrouvais à l'embranchement du périphérique que j'emprunte régulièrement pour gagner la banlieue sud. Voilà pourquoi j'avais découvert un bâtiment inconnu de moi. J'avais dépassé les portes du nord de Paris, où je ne vais jamais. En ces lieux devaient se situer ces grands bâtiments qui évoquaient des silos à grains. J'étais partie à 11 heures. J'avais prévu d'arriver chez maman à midi pour être de retour à 13 heures, heure à laquelle les jeunes devaient arriver, et soudain, au moment où j'aurais dû arriver à Tizy, je n'étais encore qu'au niveau de la porte Saint-Mandé, dans notre voisinage immédiat. J'avais 1 heure de retard. J'imaginais les hurlements de Roland qui seraient provoqués par mon immarcessible négligence. Je m'en voulais. Il me reprochait de ne jamais me concentrer, d'entreprendre plusieurs choses à la fois. Il avait raison. Mon enthousiasme verbal m'avait fait oublier la route. Parler à Linette, tout en conduisant, n'avait pas été une bonne idée. J'avais présumé de mes capacités. Il était cependant hors de question que je m'effondre. J'allais dissimuler l'affaire à Roland. Je l'appelais. « Excuse-moi, lui expliquai-je. Il y a eu un accident et je suis bloqué depuis 1 heure sur l'autoroute. Mais tout va bien.
la circulation reprend. Il a été gentil. Ah oui, tu n'as pas de chance, m'a-t-il dit. Mais ça ira, ce n'est pas bien grave. Il m'a expliqué, plus tard, qu'il lui avait simplement suffi de sortir du four le volumineux jambon d'York en croûte qu'il avait été chercher le matin même chez le traiteur. J'ai ensuite appelé maman. J'ai évoqué la même excuse, mais un problème de taille est alors survenu. Maman s'est effondrée. Elle a pleuré. Je le sais, c'est ma faute. Vous êtes obligé de venir me chercher. Ce n'est plus possible, j'ennuie tout le monde. Je ne veux pas venir. Je ne suis qu'un poids pour vous tous. Je resterai chez moi désormais. Ce sera terminé. La complication n'était pas mince. J'étais fautive. Je ne pouvais pourtant pas lui dire la vérité. Elle aurait trouvé normal que Roland sache que ce long trajet, ennuyeux pour moi, n'était pas dû à son incapacité de conduire, mais à ma propre négligence. Que faire? J'ignorais, 1 heure plus tôt, lorsque j'avais pris la voiture, si je lui raconterais la querelle de Marc et Delphine. J'ai alors décidé, à cet instant, au téléphone, de lui en parler. Mais non, maman, lui ai-je dit, tu ne te rends pas compte. Tu nous rendras service en venant à la maison. Tu verras. Rien ne va plus entre Marc et Delphine. Ils sont fâchés, ils sont malheureux. Alors tu comprends, voir la grand-mère va les distraire. Ils s'intéresseront à toi, sortiront de leurs soucis. Tu dois venir. L'ambiance sera plutôt lourde. J'ai réussi à la calmer. Je suis arrivée chez elle. Nous sommes repartis et, avantage considérable, nous pouvions parler des soucis des autres, commérer, même plus précisément. Cette dernière activité est l'un des plaisirs véniels de maman. Nous ne nous sommes pas privés de commenter le caractère de Delphine. Nous étions d'accord. Delphine avait à coup sûr tous les torts. Elle était autoritaire, contrairement à Marc, qui lui était pourvu, selon nous, d'indiscutables qualités diplomatiques, de souplesse, de gentillesse, de sensibilité et de finesse. Nous ne donnions pas vraiment dans la nuance, nous nous engouffrions sans vergogne dans le jugement, ce qui, j'en ai bien conscience, n'est pas la plus louable des attitudes. Mais maman, de même qu'en matière de commérage, est rarement gênée en ce domaine par d'encombrants scrupules. Je ne tentais pas cette fois-ci de canaliser quelque peu cette tendance objectivement peu recommandable. Je l'avais blessée, le sujet la passionnait, elle oubliait sa peine. Nous avons commencé nos agapes, célébrant la nouvelle année et l'anniversaire de Marc, avec l'heure de retard dûment annoncée. Les jeunes en avaient été informés, la journée fut agréable. J'ai trouvé, n'a pas manqué de me dire maman au retour, alors que je la raccompagnais à Tizy, franchement que Marc avait l'air bien triste. Il n'avait pas son entrain habituel. Je suis revenue à Paris, toujours aussi inquiète pour Marc, depuis son éclat avec Delphine. Il était malheureux. Il devait souffrir. Le lendemain, le 6 janvier, correspondait à nos 35 ans de mariage. Roland avait mentionné ce bel événement quelques semaines auparavant. Bien lui en avait pris, car je suis peu familière des chiffres, des dates et de la chronologie objective des anniversaires. Mais lui n'oublie pas. Son horloge intérieure, aussi précise qu'efficace, décompte inexorablement le temps qui passe. Il m'avait emmené courant décembre au Forum des Halles, dans une jolie boutique, et j'avais choisi une bague et un bracelet en or. Le bracelet sera ton cadeau de Noël, m'avait-il dit. Et la bague, ton cadeau d'anniversaire de mariage. Il avait également réservé 2 places pour un dîner le 6 janvier au restaurant Le Train Bleu qui domine de ses magnifiques dorures Napoléon III les convois ferroviaires en partance pour la côte méditerranéenne. Roland et moi sommes des êtres d'habitude. Nous avions déjà, dans ce même restaurant, fêté 1 ou 2 fois l'événement dans le passé.
Nous étions donc avant-hier dans l'immense salle, haute de plafond, éclairée par de majestueux lustres et arborant d'exubérantes statues dorées, lorsque nous avons brièvement abordé le sujet du conflit du jeune couple. « Je crois que tu as tort, m'a-t-il dit, d'en parler à Marc. Tu ne devrais pas t'en mêler. » Marc ne m'avait pas rappelé, quand je le lui avais demandé samedi soir, lorsque je voulais le soutenir, mais je l'avais entrevu 1 heure plus tôt, avant que nous quittions la maison pour le restaurant. Marc nous avait sollicité, il était 18h, il nous avait demandé de garder Betty quelques instants, il télétravaillait et attendait une importante conversation téléphonique. Nous avons profité de la présence de notre jolie petite fille, douce, souriante et aimante. Elle est ensuite repartie dans les bras de Marc. Je n'ai alors pas hésité à saisir l'occasion, en me précipitant vers l'ascenseur où il se tenait avec Betty, s'apprêtant à rentrer chez lui. « Tu ne dois pas t'inquiéter, lui ai-je dit. Je te comprends. Je connais Delphine, elle n'est pas facile. Je l'ai remarqué quand nous étions à Kerbian. S'il te plaît, ne sois pas trop malheureux. » « Mais non, maman, m'a-t-il répondu. Moi aussi j'ai des torts. » Roland poursuivait. Il était assis face à la grande fenêtre qui donnait sur le parvis de la gare de Lyon et le boulevard Diderot, éclairé par les feux clignotants blancs et rouges des voitures qui traversaient le carrefour. J'admirais, quant à moi, l'immense sapin qui atteignait le plafond de la grande salle. J'en avais fait une photo que j'avais envoyée aux enfants. « Tu ne sais pas ce qui se passe entre eux, » me disait-il. « On ne doit pas prendre parti, ni dans un sens ni dans l'autre. Quand tu parles à Marc, tu ne mesures pas l'effet de tes propos. Tu pourrais faire pencher la balance. Ce n'est pas exclu, du côté de la séparation. Laisse-les donc faire. Ce n'est peut-être qu'une crise, parmi d'autres, pas si grave. Delphine reprend ses cours demain. Ils seront moins lourds qu'au premier trimestre, mais malgré tout, elle est peut-être en retard, bousculée par leur préparation. Marc nous a dit tout à l'heure qu'elle était occupée. Elle ne pouvait pas garder Betty. Il nous a dit qu'elle travaillait sa conférence en contrôle de gestion. Quant à samedi soir, lors de la crise, elle a peut-être ennuyé Marc pour qu'il s'occupe de Betty, pour la même raison, une question de travail. Elle devait être débordée. Il s'est peut-être énervé. Il a pu lui reprocher de n'avoir rien fait. Depuis 15 jours, elle était en congé alors que lui travaillait. C'est peut-être aussi anodin. Marc nous a confié Betty tout à l'heure. Non pas parce que rien ne va plus entre eux, mais c'est bien possible, plus simplement, pour des questions d'organisation, pas si graves en fait. J'ai commencé ce texte ce matin, au premier étage du Père Tranquille, avec l'intention de rapporter ces paroles de Roland. Elles m'ont fait du bien. Je crois avoir tendance à frôler l'hystérie quand je suppose que mes enfants souffrent. Je me figure alors le pire, les idées noires, saumâtres, stagnantes, un enfouissement irréversible dans un abîme, le désir de suicide. J'ai connu cet effondrement en 1985, j'avais 25 ans. Je ne voulais plus vivre, j'ai tout abandonné et suis entrée dans un hôpital psychiatrique. Roland, quant à lui, est posé et nuancé. Il a raison. Je vais tenter d'établir une distance, plus sereine, de ne plus imaginer mes enfants ployant sous une insoutenable détresse, de leur faire confiance en réalité. Quand les enfants sont petits, il est bon d'être deux, pour les aider à grandir. La présence de deux sensibilités différentes peut éviter certains excès, éventuellement plus fréquents dans le cas d'un regard unique. Lorsqu'ils sont grands, la double approche demeure précieuse. Telle est la conclusion que je souhaitais formuler, réconfortante à mes yeux, du texte du jour. Épilogue. J'ai raconté dans mes premières lettres notre Noël familial en 2023. Je viens d'évoquer celui de 2024. Une année s'est écoulée, une boucle bouclée, le temps d'une pause, d'un point d'étape. J'abandonne mon lecteur. L'avenir dira si je solliciterai de nouveau, sous quelle forme et dans combien de temps,
sa bienveillante attention pour lui donner de mes nouvelles. Je l'espère. Mais la vie est incertaine, on ne peut jurer de rien. La roue du temps trace son chemin, révélant d'imprévisibles surprises. Telle sera mon intention cependant, à coup sûr, et si les aléas de l'existence me le permettent.